Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'accueillir à nouveau aujourd'hui Gilles Artigot, auteur, conférencier et fondateur du Hit Club. Bonjour Gilles. Bonjour Benjamin, merci de revenir vers moi 3 ans après notre premier échange. Ouais. Le temps passe à une vitesse incroyable et ce dont tu nous avais déjà partagé dans le dernier podcast prend encore plus sens aujourd'hui. Et donc, toi, depuis 3 ans, où en es-tu? Qu'est-ce qui a évolué dans ta vie, dans tes projets, dans tes activités depuis déjà 3 ans? Il faut savoir ce que je fais déjà. Donc pour ceux qui me suivent, voilà, je suis quand même assez actif aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'interviens depuis 10 ans sur le domaine de l'alimentation, la santé, l'hygiène de vie, mais aussi les problèmes sociétaux que l'on connaît aujourd'hui. J'ai écrit 2 livres qui sont des best-sellers. Le premier, Hit, fait un focus sur la maltraitance animale et l'exploitation des animaux dans l'alimentation, dans l'agroalimentaire, mais aussi tout ce qui est, je dirais particules chimiques, la pollution, qui aujourd'hui, nous rend malades et affaiblit notre santé, notamment notre santé immunitaire. Donc ça, c'était le 1er qui a dépassé les 120 000 exemplaires, donc j'ai la chance de pouvoir en vivre aujourd'hui et j'ai écrit un deuxième tome, donc c'est Hit tome 2, des morts et des vivants, où je garde toujours ce prisme de l'analyse sociétale à travers l'alimentation. Et bien sûr, c'est ce livre-là qui me tient à cœur puisque c'est le dernier et qui va beaucoup plus loin que juste répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en santé? Parce que bon, pour aborder ce sujet, si tu veux, ça reste très, très simple. Et aujourd'hui, je vois que 10 ans après, alors je me félicite et je voudrais t'adresser des félicitations par rapport à l'intervention que j'ai écoutée de ta part sur ta chaîne YouTube, et où tu faisais part, en fait, de ton envie, de créer, voilà, cette forêt comestible, d'aller vers, de la production, d'aliments, de nutriments. Et je me félicite, voilà, d'avoir rencontré des jeunes comme toi et d'avoir, parmi d'autres, hein, bien entendu, transmis cette petite graine. Je vois qu'elle a bien poussé chez toi. Donc ça me fait plaisir de voir des personnes de ta génération prendre le relais. Moi, aujourd'hui, je ne délaisse pas, bien sûr, cette partie, alimentaire, et santé, mais je suis beaucoup plus préoccupé, c'est peut-être dû à mon âge, par les problèmes sociétaux qui nous entourent, dont l'alimentation fait bien entendu partie. Voilà. Donc je poursuis mon travail que j'ai initié il y a maintenant 15 ans avec les premières enquêtes dans le milieu de la protection animale. Voilà, donc on peut me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est mon réseau social préféré. On parlera de l'importance des réseaux sociaux dans la vie, de tous les jours, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc c'est des changements, voilà, sociétaux qui sont associés au progrès et sur lesquels je suis assez critique, sans toutefois, bien entendu, les rejeter. Hmm. Et justement, par rapport à, tu parlais de la nourriture. Cette nourriture, finalement, elle est très large. C'est-à-dire, on se nourrit de ce qu'on mange directement, mais on se nourrit de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de l'information. Et donc, finalement, cette information, elle prime finalement parce que c'est elle qui va nous amener à choisir de consommer tel ou tel aliment ou choisir de faire telle ou telle action dans la vie. Et donc, c'est pour toi la suite logique finalement et peut-être la porte d'entrée la plus intéressante pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et pour pouvoir sortir comment dire, d'une forme d'illusion qui nous mène à faire des choix qui sont pas bons pour nous humains. C'est une question, ouverte. J'aime ça les questions ouvertes comme ça me permet de digresser à souhait. Hem, on n'est pas obligé, hein, je dirais, de croire déjà ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde. Il faut toujours être méfiant. Encore plus aujourd'hui où on est vraiment victime, je dirais, d'ingénierie sociale, hein. L'ingénierie sociale, donc c'est la fabrication du consentement. Donc il faut quand même, se mettre en garde, contre les dangers justement de cette, intelligence qu'on nous vend comme artificielle, hein, la fameuse IA. Et il faut se mettre, voilà, il faut qu'on se prémunisse
de toutes ces attaques, et ces manipulations qu'on subit sans le savoir, notamment, avec les algorithmes. Ces fameux algorithmes qui vont en fait, créer une réalité, certes qui existe, mais qui n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Je m'explique. Si, vous aimez par exemple les petits chatons et vous cliquez sur un j'aime sur une vidéo humoristique de petits chatons, vous en aurez tous les jours. Si vous regardez par exemple une information, et malheureusement il y en a, qui ne sont que des faits divers. Des faits divers, il y en a eu de tout temps, hein. Ça a fait déjà les gorgées chaudes de toutes je dirais, les journaux, les radios, et cetera. Voilà, les faits divers, en fait, c'est des faits divers, qui nous concernent pas, hein, puisque c'est rarement des faits divers qui sont locaux. Aujourd'hui, on est sur une information mondialiste. Donc le moindre fait divers qui se passe dans le monde, on peut, y avoir accès parce que c'est ce qu'on va nous montrer sur les réseaux sociaux. Par exemple, des attaques ad hominem, au couteau ou peu importe. Lorsqu'on va liker ou lorsqu'on va commenter, ce type de vidéo, on va en avoir tous les jours. Et je peux te répéter ce cas à souhait. Voilà. On voit tous des vidéos humoristiques de personnes, qui sortent directement d'asile psychiatrique, hein, je suis désolé, hein, mais et lorsqu'on regarde, ne serait-ce que lorsqu'on la regarde, on passe déjà dans les algorithmes. En plus, lorsqu'on la like et qu'on la commente, on va encore enrichir cet algorithme, donc on va avoir ces informations régulièrement qui vont nourrir, ce fil, je dirais d'actualité, que l'on soit sur Instagram, TikTok ou Facebook, Twitter, peu importe. Et on va créer comme ça sa propre réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus uniquement les médias qui créent, une fausse réalité en fait, mais ce sont les algorithmes. Je crois que j'avais parlé avec toi il y a 3 ans justement de la nuisance de ces médias mainstream, où tout le monde, vient s'informer, hein. Dans le passé, nos grands-parents, enfin je parle pour moi, donc pour toi peut-être tes arrière-grands-parents, bah, s'informaient uniquement localement. Peu importe ce qui se passait dans la capitale à Paris ou voire même à l'étranger. Déjà on voyageait pas, on n'allait pas passer nos vacances à l'autre bout du monde. Et bon, même si on va passer nos vacances à l'autre bout du monde, on se soucie aujourd'hui, je dirais, de toutes les catastrophes mondiales, et ça crée, beaucoup je dirais, d'états dépressifs qui est en train de gangréner la société. Et pour moi, cet état dépressif vient en grande partie, de l'avènement de ces réseaux sociaux, de ce numérique aujourd'hui qui nous vend des informations, mondialistes. Voilà, il faut vraiment se prémunir, de je dirais de cette pollution. En tout cas, il faut en avoir conscience. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner, les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, font partie intégrante de la société. On se rencontre, notamment la jeune génération, via les réseaux sociaux. Même les générations, comme la mienne, ont accès à des, plateformes de rencontres, et cetera. Bon, tout ça, en fait, ça devient de plus en plus virtuel. On vit dans un monde de plus en plus virtuel. C'est pour ça que je me réjouis que des jeunes hommes comme toi, remettent les mains dans la terre et vont, quelque part s'enraciner. Je crois que tu as planté quasiment plus d'une centaine d'arbres dans une forêt. Bah, sache que tu remplis ta mission d'homme, hein. Un homme aujourd'hui, doit pouvoir, comme ça procréer. Je dirais que la procréation, de faire des enfants, je dirais que c'est quand même, heu, je dirais un objectif, alors peut-être pas un objectif pour tout le monde, mais en fait c'est quelque chose de sensé, hein, de comme ça, de créer cette forme d'humanité qu'on va transmettre, bon, à son enfant, tu vois? Hem et je te dis ça, j'ai pas d'enfant, donc tu vois, il y a pas forcément d'obligation, mais ça, c'est une problématique également, sociétale, et qui est toute nouvelle. On se pose des questions aujourd'hui, est-ce qu'il faut, faire des enfants? Mais avant, on se posait pas ces questions-là. Avant, le monde était différent. Avant, voilà, on travaillait, sur notre propre terre, on travaillait, on était paysans, on n'avait pas de famille qui était, comme ça, des recomposée, comme on dit. C'était, voilà, c'était une autre époque. Maintenant, il faut vivre avec son temps. Les gens comme moi de ma génération te diront: «Bah, toujours c'était mieux avant», ce que tu diras certainement toi plus tard. Donc ce qui veut dire que le monde évolue, voilà. Alors est-ce que c'est à moi aujourd'hui de faire passer certains messages à des personnes de ta génération pour, peut-être les prévenir?
de ce qui va arriver, parce que nous, on a vécu des évolutions, que ce soit technologiques ou sociétales, on est à même de les commenter. Et là aussi, on pourra aborder un autre point, c'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui de ta génération qui se prétendent être coach de vie sans avoir vécu leur propre vie. Donc ça me paraît complètement aberrant, tu vois. On vit une époque complexe où tout le monde a accès à des réseaux sociaux, donc va publier de l'information sans en avoir la légitimité. Va publier de l'information souvent qui est non sourcée, souvent qui est répétée avec, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, mais ça nous a tapé dans l'œil et on va montrer aux autres ce qu'on a vu. Et donc tout ça, en fait, c'est de la pollution pour moi. C'est pas de la pollution qui va, quoi qu'elle ait l'impact sur notre corps, mais c'est pas de la, je dirais, de la nourriture, tu vois, que l'on mange, mais cette information, c'est de la nourriture de l'esprit. Et, et pour moi, c'est un des grands dangers de ce qui nous guette à l'avenir, ou ce qui vous guette, parce que moi je suis plutôt sur la fin, donc voilà, après, le monde ne nous appartient pas, donc il faut vivre notre propre vie, et puis avoir cette volonté de partager, sans forcément convaincre, sans chercher à convaincre en tout cas, juste à partager, juste faire son devoir peut-être de citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, tout citoyen, toute personne qui a euh, un peu je dirais, alors de légitimité, mais aussi d'audience, se doit d'être impliqué au niveau sociétal. On doit s'intéresser à la politique. Si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse fortement à nous. Et j'encourage aussi les personnes de ta génération à s'éduquer au niveau politique. Euh, Certainement pas via les médias mainstream, parce qu'on ne veut pas aujourd'hui qu'on soit éduqué au niveau politique. On préfère laisser ça aux autres. On préfère tout simplement aller voter. Mais pour moi, le vote est une véritable escroquerie. La démocratie est une véritable escroquerie moderne. Voilà. Tout ça, ça fait partie d'un système de manipulation. Hmm. Ben, merci pour tous ces partages qui sont très très riches et, euh, et, et, et pour tout. Toi, par exemple, aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as observé de la société et du monde et de la politique, justement, si tu t'imaginais justement dans la peau d'un jeune de mon âge à peu près, et de devoir te projeter dans la vie avec, comme si tu rajeunissais d'un coup en gardant cette sagesse que tu as acquis, est-ce qu'il y a des choix que tu ferais plus que d'autres et est-ce qu'il y a des directions que tu prendrais? Et par exemple, quand tu parlais de la politique aussi, comment s'emparer de cette thématique-là sans qu'elle s'empare de nous et peut-être en s'affranchissant des mécanismes habituels de lutte classique que l'on peut voir ou d'engagement peut-être pas forcément très productif. Voilà, qu'est-ce que tu ferais si tu régresser un peu dans le temps et repartais avec ce bagage-là que tu as déjà. Mais malheureusement, tu me demandes quelque chose d'impossible. Il y a un proverbe qui dit: si jeunesse pouvait, si vieillesse, non, si jeunesse savait, pardon, excusez-moi, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Ce qui veut dire que l'expérience que j'ai accumulée durant toutes ces années, donc je vais arriver sur mes 60 ans, euh, m'a permis de mieux comprendre le monde. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire à travers mon Read Club, donc à travers toutes les émissions et toute l'information que je donne à travers ce club, de donner des clés pour comprendre la société et ne pas la subir. Donc ce sont mes clés de compréhension que je dois à mon vécu, à mon prisme également, à mes convictions idéologiques, sans faire de prosélytisme, tu vois. Mais en posant les bonnes questions et en fournissant de la matière à réflexion. Après, c'est à chacun de faire son chemin. Tout le monde est différent. Mais il faut, en priorité, je pense, s'extraire de ce monde du spectacle. Tout est spectacle aujourd'hui. Tout est devenu spectacle. Et les vraies valeurs ont tendance à disparaître. Donc des valeurs qui étaient nombreuses dans le temps et que tout le monde suivait, notamment par rapport, je dirais, à un engagement moral,
à un travail qu'on faisait, en général lorsqu'on était embauché à 20 ans, ben, on gardait notre travail jusqu'à l'âge de la retraite. Tu vois? On vivait pas dans on vivait pas dans cette immédiateté, on vivait pas dans je dirais cette forme, très instable de vie par rapport à notre travail. Par rapport également à la personne avec qui on vit, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on a à faire, qu'on soit homme ou femme, c'est de choisir la bonne personne avec qui on va vivre sa vie. On n'est pas hu Les humains sont faits pour vivre, en couple, en tout cas, en en communauté également. On peut pas être juste un ermite. Il y en a quelques-uns, hein, ça s'appelle la foi, donc ils vivent en retrait de la civilisation. Voilà, déjà si on a, un compagnon ou une compagne de route, avec qui voilà, on va bâtir, une famille, une union solide. Alors ça, c'était le vieux schéma et aujourd'hui, ce schéma est en train d'éclater complètement et qu'est-ce qu'on nous propose à la place? De l'incertitude, de la précarité, de cette recherche d'occuper son temps par le divertissement, d'occuper sa vie et de pas avoir, de pas donner de sens à sa vie. Combien de personnes aujourd'hui, donnent un sens à leur vie? Très souvent, le sens, tu peux l'avoir à travers la famille et les enfants, hein, donc c'est le cas de beaucoup quand même. D'autres, le sens de leur vie, c'est leur travail, en espérant voilà qu'ils le gardent jusqu'à la fin ou en étant comme moi entrepreneur. J'ai jamais été salarié de ma vie, donc j'ai toujours créé mes propres opportunités, mon propre, je dirais, revenu. J'en suis fier et j'encourage tout le monde à, à faire un travail, peut-être pas qui lui plaise, ça serait quand même un objectif, louable, mais au moins un travail qui le fasse, s'élever, voilà, qui le nourrisse, pas uniquement pécuniairement. On passe beaucoup de temps de notre vie à travailler pour la payer et heu et donc il faut que ce travail, voilà, ne soit pas un sacerdoce. Ensuite, voilà, il y a le travail, il y a la vie en famille et puis il y a le rapport qu'on a avec les autres. Quel est notre rapport avec les autres? Quels sont nos sujets de conversation lorsqu'on est entre amis? Est-ce qu'il y a des sujets quel un petit peu sérieux? C'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, alors pas à l'autre bout du monde, mais voilà, chez nous, dans notre société. Comment aujourd'hui, cette ingénierie sociale nous pousse vers de faux combats. Donc tu parlais de ces justement de ces combats qui sont aujourd'hui des combats, sociétaux, et c'est des combats sur des valeurs sociétales et avant c'était des combats entre droite et gauche par rapport à des valeurs du travail. Heu, donc c'était un combat de classe sociale. Aujourd'hui, c'est un combat entre sexes. Je ne sais pas si on est devenu fou, tu vois? Ou alors si on marche les pieds sur la tête, quoi. C'est complètement, aberrant aujourd'hui, d'essayer de monter, les femmes contre les hommes. J'ai vu un post là sur un site que je suis, et qui diffuse en fait de l'information, qui est un site plutôt, écolo, tu vois? Pro-écolo et les écolos défendent de toute façon aujourd'hui, des valeurs féministes, LGBT. Je dirais chacun son choix et je lis, ce matin, je crois que c'est une actrice, il me semble. Oui, une actrice, c'est Demi Moore, ouais, Demi Moore, qui dit la chose suivante: Moi je n'ai rien contre les hommes, je 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 classe les cons, en fait, je trie les cons. J'aime pas les cons, voilà, je n'aime pas c'est pas que je n'aime pas les hommes, mais j'aime pas les cons. OK, imagine ce que je disais à mon épouse, j'imagine, je me fais un selfie, je dis: «Moi, Gilles Lartigot, heu, c'est pas que j'aime pas les femmes, mais j'aime pas les connes». Ce serait quoi le retour à ton avis? Je vois tu souris, pas nous voir parce qu'on nous entend et tu as un grand sourire, donc tu vois que je m'en prendrais plein les dents, tu vois? Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce monde qui s'est «féminisé» entre guillemets et tout ça, c'est une volonté, de ceux qui nous gouvernent, voilà. De semer la zizanie, de semer le trouble, notamment dans la société. Là, je vais faire,
un live en direct, bon, vous le verrez certainement en replay, il sera toujours sur ma chaîne. J'ai invité Vincent McDoom, qui est personnalité française, voilà, qui est un homme, qui se revendique homme et qui s'habille comme une femme. Voilà. Et il a été connu avec des émissions à succès il y a 20 ans. Là, il revient sur le devant de la scène parce qu'il porte un discours qui est à l'opposé des pro-LGBT et des pro-féministes. Voilà, et en disant la transition, comme ça, de se faire opérer, une fois qu'on est adulte, chacun fait ce qu'il veut, mais de ne pas faire de prosélytisme auprès des enfants. Aujourd'hui, il y a une propagande auprès de la jeune génération, à travers les émissions, à travers toutes les séries, Netflix, Amazon. Vous voyez toute cette propagande-là, tout le monde la voit, personne ne la dénonce. Et vous voulez laisser faire? Bah, laissez faire les choses. Oui, il y aura de plus en plus de personnes qui vont changer de sexe, parce que vous pensez que c'est un bien sociétal, ou alors c'est une propagande politique. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Moi, je suis persuadé que c'est une propagande politique. J'ai vécu, tu sais, dans les années 80, la création d'SOS Racisme. Dans les années 80, il n'y avait pas de racisme. Bien sûr qu'il y avait des cas, bien sûr qu'il y avait des faits divers, mais on en a fait toute une montagne. Et en fait, ceux qui ont créé ce racisme, soi-disant par rapport aux Maghrébins, qu'on appelait à l'époque, donc cette immigration nord-africaine, c'était monté par des gens qui n'étaient pas de cette communauté-là. Tout comme aujourd'hui, je vois des gens qui défendent les LGBT, les transgenres, etc., qui sont des hétérosexuels. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, tu vois. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les combats comme ça qui vont, je dirais, à l'encontre de l'évolution de l'humanité, parce qu'il faut dire que c'est des sexualités non reproductives, il ne faut pas se voiler la face. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Développer, je dirais, ce type de sexualité non reproductive, sans rentrer dans les process psychologiques où Freud disait que c'était une dérive mentale quand même. Donc je veux pas juger, je veux pas aller dans ce sens-là. J'observe juste au niveau sociétal. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'il y ait de plus en plus en fait de personnes qui fassent pas d'enfants. J'ai bien compris. Mais ça va à l'encontre d'une nation, ça va à l'encontre du monde aujourd'hui qui veut qu'il y ait toujours cette consommation. Tu vois, la crise, la course à la croissance. Tu as entendu ça? Il faut qu'on la croissance. L'objectif de toute nation, c'est la démographie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère aujourd'hui que les gens viennent d'autres pays avec tous les problèmes d'intégration que l'on connaît, plutôt que d'encourager son propre peuple à faire des enfants. Je ne comprends pas. Dans les années 50, on était sous-peuplé à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Le général de Gaulle a fait une politique de la natalité, a encouragé les femmes qui étaient à la maison, qui voulaient garder leurs enfants et élever leurs enfants, ben, il leur payait un salaire. Tu m'entends? Les femmes avaient un salaire, bon, salaire minimum comme une ouvrière, en fait. Ils avaient le salaire d'une ouvrière. Lorsqu'elles élevaient 1 ou 2, voire 3 enfants, elles avaient un petit peu plus, tu vois. Donc ça les encourageait à rester à la maison et d'avoir. Non pas, on les payait pas pour avoir des enfants, mais en fait, on payait en leur disant: vous êtes plus utile là où vous êtes, à la maison, que derrière une caisse de supermarché à flasher des codes barres. Tu vois? Je sais pas s'il y en avait à l'époque, les années 50. Mais bon, tu vois l'exemple, d'accord? Il y a un peu un contresens anachronique là-dedans. Mais donc c'était une politique de la natalité. Et ensuite, il y a eu cette volonté, d'arrêter, de casser cette propagande donc de nataliste, voilà, qui était saine quand même, hein, avec l'intégration de la pilule contraceptive, puis de l'avortement. Ça, personne ne le sait. Qu'à l'époque, toutes les femmes, la grande majorité, étaient contre la contraception. La contraception est une volonté politique qui vient des hommes, qui vient pas des femmes. C'est les hommes qui voulaient avoir la liberté comme ça d'aller un peu fricoter, tu vois, hors mariage, de pas avoir le danger, de pouvoir de faire un enfant et puis, tu vois, que la personne, donc la maîtresse soit enceinte et puis d'assumer après cet enfant. C'était une saloperie, hein. Donc ça vient de là, je dirais, cette politique de mortifère, en fait. Mortifère. Il faut rappeler qu'il y a 250 000 avortements par an en France. Sans juger, là aussi, les femmes qui se sont fait avorter, c'est une volonté, c'est un choix. Et elles doivent garder ce choix. Mais elles doivent comprendre aussi qu'on vit avec ce choix. Des fois, il y a des personnes, des vingtenaires qui sont nées, qui ont pris la pilule dès qu'elles avaient 13-14 ans, quoi, tu vois. Mais c'était une hérésie à l'époque, ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Une hérésie totale. Donc tu vois, en fait, le monde a changé, et pour moi, il a changé. Il y a je crois qu'on en avait parlé tous les deux, tu sais, moi, il y a un marqueur qui me tient à cœur, c'est
C'est la révolution de mai 68, pas uniquement la révolution étudiante, parce que c'est une révolution également du monde du travail, mais c'était également une révolution sociétale, avec aujourd'hui, tu vois, avec ce slogan, il est interdit d'interdire. Et aujourd'hui, tout est interdit, en fait, tu vois. Il est interdit d'interdire, mais c'était en fait que c'était une grande hypocrisie à l'époque. Et donc ça a changé énormément de choses. Et le monde, donc des années 70 à aujourd'hui, donc en 50 ans, il a évolué d'une façon, je dirais, pharaonique, avec une vitesse vertigineuse. C'est les progrès, ne serait-ce qu'avec le numérique, avec les réseaux sociaux, donc tout ce qui est informatique, mais aussi au niveau sociétal. Donc aujourd'hui, la femme et l'homme travaillent tous les deux, parce qu'on ne peut plus arriver à maintenir une famille avec un seul salaire. Donc il y a toute cette problématique qui s'est mis en branle comme ça, petit à petit, donc brique par brique, avec chaque fois en présentant ça comme un progrès sociétal. L'avortement, vous comprenez, pour les femmes qui sont faites violer, ben bien sûr, voilà, il faut aider ces personnes-là, bien entendu, tu vois? Mais c'est ce qui va arriver là bientôt avec l'euthanasie. Voilà. Tu vois que toutes les solutions qui nous sont apportées aujourd'hui par nos dirigeants sont des solutions mortifères. On n'encourage pas la vie. Donc là encore, j'en reviens à ton intervention auprès de... C'était auprès de qui que tu as fait cette intervention? Dans un séminaire, c'est ça? C'était une table ronde organisée par un média local Demain Vendée, donc c'est dans un amphithéâtre où il y avait 300 personnes. Ben toi, tu avais un message de vie. Tu te rends compte de ça? Tu as apporté un message de vie. Combien aujourd'hui apporte ce message-là? On n'apporte que des messages de mort. Voilà. On vit dans une société aujourd'hui qui est profondément mortifère. Désolé, je parle beaucoup, mais bon, tu me connais un petit peu, donc tu me laisses, tu me coupes pas, mais je voudrais qu'on ait un échange tous les deux, que tu me donnes ton avis. Justement, comment renaître de tout ça, puisque finalement, dans le monde complexe qui vit, je crois, de multiples effondrements sur différents niveaux, on parlait de la nutrition, on parlait de niveau économique, social, informationnel, partout, avec toutes ces injonctions contradictoires et tout ce qu'on traverse, c'est difficile de s'y repérer, je crois, pour beaucoup. Et tu parlais justement de ces messages qui sont plutôt dénués de sens parfois et dénués de vie, comme tu le dis. Et, euh, et est-ce que malgré tout ça, tu vois une brèche, un espoir? Parce que quand on voit ce que... et je dis ça sans entrer dans le jugement, parce que ce que j'aime dans tes partages, c'est que c'est à chaque fois sans juger l'individu qui fait un choix, mais d'observer le contexte dans son ensemble et d'essayer de différencier les deux. Je sais pas si ceux qui t'écoutent ou ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter perçoivent ça, mais c'est toujours constater les choses sans juger, sans blâmer la personne qui fait un choix et qui fait le choix pour elle. Elle a son libre arbitre et c'est très bien. Mais justement, voilà, comment tu vois l'avenir par rapport à ce progrès qui est qui est pour moi, par exemple, si on prend les choses indiscutables en termes de biodiversité, en termes de nutrition, on régresse, l'état de santé de la population diminue, et tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, visiblement, ça suit à peu près la même courbe. Comment envisager l'avenir? Comment tu envisages l'avenir et est-ce que tu penses qu'il y a une voie, une brèche, une solution, une possibilité pour que la vie renaisse de ses cendres? Non, je pense qu'on sera impuissant en tant qu'individu. Donc il faut, comme on dit, se changer soi avant de changer le monde. Il y a rien de plus vrai que ça, en fait. Tu parles de la population qui est en mauvaise santé. De qui on parle? De la population française dans son ensemble? Mais moi, j'ai aucun lien avec la population française, comme elle n'a aucun lien avec moi. Tu vois, il y a quelque chose de très important que j'ai pas encore abordé, tu vois? C'est un sujet que je pense que je développerai. C'est cette notion de clan. Le clan tel qu'on le vivait dans les siècles passés. C'était des regroupements autour d'un chef. Bon, il y avait un prêtre, un chef. Bon, tu peux trouver toutes les, si tu veux, les
comment dire, toutes les symboliques, tu vois, toutes les caractéristiques qu'il faut. Il y a le guerrier, il y a le prêtre, il y a le paysan, il y a les femmes qui enfantent, etc. Bon, on va pas remonter au paléolithique, mais bon. Donc on vivait en clan, ok. Ensuite, on s'est sédentarisé et on a vécu dans des villages. Quand tu habites dans un village, je dirais allez, un tout petit village, 150 habitants, je pense que tu es en capacité de connaître tout le monde. Je pense que dans un village de 150 habitants, tout le monde serait, un tant soit peu, solidaire. C'est ce que j'ai connu au Québec. J'habitais dans une maison en Mauricie, très éloignée, dans un petit village. Dans le petit village, en fait, à peu près, j'ai moins de 200 personnes. Tout le monde se connaissait. Quelqu'un avait besoin de quelque chose, ben, il trouvait, je dirais, moyen d'aller voir quelqu'un pour se dépanner, tu vois, pour être aidé, etc. Il y avait une forme de solidarité. Donc on peut se préoccuper, par exemple, on peut avoir de la peine pour quelqu'un que l'on connaît, tu vois, un ami, etc. Mais bon, des amis, des connaissances, on peut pas en avoir plus de 100, 150. Je pense, je te dis ça, je te ce chiffre un peu au hasard, mais on peut pas avoir, moi je sais pas, je crois 50 000 amis sur Insta, mais tu connais pas 50 000 personnes, c'est pas possible, tu vois. Donc notre cercle est toujours est restreint. Et dès lors qu'on a vécu, où les villages sont agrandis, il y a eu des villes, maintenant on vit dans des grandes métropoles, en fait on est complètement isolé, c'est-à-dire on est encore plus seul dans une grande métropole que dans un tout petit village. Voilà. Ça c'est un fait qui est vraiment qui est prégnant dans une société aujourd'hui où ce qui prime c'est l'individualisme. C'est chacun pour soi, tu vois? Et puis, c'est, c'est voilà, c'est une constatation. Et donc ça a détruit, ce qu'on appelle le lien social. Tu vois? Ce rapport qu'on a avec les autres et avec les individus. Et on croit qu'on connaît beaucoup de monde, qu'on est aidé parce que justement on est sur les réseaux sociaux, où on a des likes, où on a des amis, tu vois? Mais tout ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des gens sur lesquels aussi tu peux compter, des gens, qui sont, près de toi, pas forcément à l'autre bout du monde. Parce que malheureusement, si t'arrive un pépin, c'est pas un pépin virtuel qui va t'arriver. J'ai mon téléphone qui a buggé, mais bon, voilà, ça tout le monde, j'ai un ami à 7 000 kilomètres qui est un génie informatique qui va me le réparer, tu vois? Et là, je suis à la maison, tiens, j'ai des fusibles qui ont pété, j'arrive pas à mettre la main dans le tableau, le truc. Bah, tu connais pas un pote électricien ou tu connais pas toi-même en électricité, donc tu peux pas résoudre ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une donnée qui a changé la donne, c'est le fait de vivre en société et d'avoir perdu comme ça le lien social. Et ça aussi, c'est dû, à l'avènement des réseaux sociaux et de toute la virtualité qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Et puis finalement, c'est une réaction, normale, cette protection, je pense, dans laquelle on se place naturellement le fait de pouvoir en effet, comme tu disais, dans un village, connaître tout le monde, on peut avoir de l'empathie pour la personne qu'on voit, mais si on se balade en plein Paris ou n'importe quelle grande ville, on peut même pas dire bonjour à chaque personne qu'on croise, parce qu'on y perdrait notre temps, notre énergie, notre vie. Alors que dans un village, on croise moins de monde, donc on a le temps d'échanger, on a le temps de dire peut-être juste un bonjour ou de faire un signe, et déjà il y a un lien qui se crée. Mais je crois que même aujourd'hui dans les villages, parce que moi je suis né dans un petit village, et j'ai vécu dans d'autres villages assez pas immenses, et c'est vrai que même dans les villages, en fait, finalement, par les écrans, par la société, on se voit presque plus finalement. Et puis les liens sont moins présents aussi, et finalement on a tendance à avoir virtuellement beaucoup plus de contacts, mais moins en moins de réel. Et comme tu dis, c'est vrai que je pense que avoir un cercle proche autour, soutenant, c'est peut-être la base pour mieux survivre à notre époque et juste réellement vivre finalement une vie nourrissante. Après survivre, tout le monde survivra à notre époque. C'est pas, je pense que c'est pas le problème, mais comment on va survivre? Il y a beaucoup de dépression, il y a pas beaucoup de choses positives. Voilà, moi j'ai pris la partie, il y a quelques jours, j'avais posté justement sur Instagram
je me disais, j'ai des conversations avec mes animaux, tu vois? Qui sont bien sûr des conversations, fictives, hein. Je suis pas prêt encore à rentrer en hôpital, hein. On n'est pas plusieurs dans ma tête, tu vois? Je suis seul. Donc je publie des photos des fois avec mes ânes, où je parle avec mes ânes. Là, je parlais avec mon chien, tu vois? Qui me disait: «Oh là là, mais regarde ton fil d'actualité le matin, il y a que des horreurs et tout, j'ai l'amour dans tout ça. Pourquoi on nous montre pas de belles choses? Pourquoi on montre pas de belles choses?» Il y en a de belles choses, hein. Tu commences à liker les belles choses, tu peux cleaner, en fait, ton fil d'actualité en quelques semaines. Mais pour ça, il faut réfréner, en fait, ses envies. En fait, il faudrait, voilà, de pas y aller forcément tout le temps, tous les jours. Et je te dis ça, et moi je l'utilise plusieurs heures par jour parce que malheureusement j'en ai besoin pour mon travail. On pourra en parler de cette importance d'être présent sur les réseaux sociaux, sinon tu n'existes plus, en fait. Et donc c'est forcé de montrer de belles choses et pas forcément que des images factices, quoi, que des selfies où on est beau, bronzé, souriant, avec une belle gueule parce qu'on a plein de filtres. On montre pas la vraie vie, tu vois? Donc forcément, on va créer de la frustration. On va voir notre ami: «Oh, tu as vu, il est en vacances à Bali, oh la chance qu'il a», tu vois? Et toi, tu es bloqué là, tu vois, en région parisienne où il pleut depuis maintenant quasiment un mois sans arrêt. Alors il vaut mieux, on dit que la pauvreté, est plus facile à vivre au sud, bien sûr, puisqu'au moins il y a le soleil et la chaleur, tu vois? Et donc on peut cligner comme ça son fil d'actualité et pas forcément être, toujours à l'affût, de la dernière nouveauté, de voir ce qui est beau, ce qui est tendance. Parce que là aussi, les réseaux sociaux créent les tendances. Tu vois? Par rapport au réel, aujourd'hui, si tu fais un réel que tu sous-titres pas, ben, il va pas être beaucoup vu et moi j'ai horreur des sous-titres. On dirait que tu sais pas écouter ou alors, la plupart du temps des sous-titres, ils sont faits par des logiciels américains, donc tu vois les avec accent et cetera, ça passe à la trappe. Très souvent, il y a des fautes d'orthographe, c'est une horreur. Quoique là, l'intelligence artificielle est assez performante. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle, tu vois? Parce que je pense que de toute façon, on saura plus lire, on ne saura plus écrire et on aura juste à dicter peut-être notre pensée à une intelligence artificielle qui va, non pas la corriger parce que sinon elle va pas être, elle va pas être écoutée ni comprise, tu vois? Mais le langage s'appauvrit et là ça je peux le constater et je peux le constater parce que j'ai passé moi le bac à une époque où il paraît que j'écoutais un professeur justement ce matin, de l'éducation nationale qui était très critique sur justement l'éducation nationale telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Hem et il disait que qu'un bac qu'on passait dans les années 60 équivalait à un bac+5 aujourd'hui. Le niveau a dégringolé et tu le vois, ne serait-ce que si tu lis ou si tu écoutes les gens aujourd'hui, même moi le seul lien social aujourd'hui, comme je vis un peu retiré, c'est dans une salle de gym où je vais régulièrement. Bah, j'écoute les conversations, je trouve que les gens ont du mal à s'exprimer, à trouver leurs mots, les sujets, les centres d'intérêt sont, sont insipides, tu vois? Et creux, et quelques-uns, voilà, sont riches. Par contre, tu peux pas, trop développer dans une salle de gym, c'est pas fait pour ça, tu vois? Mais tu te dis: «Tiens, cette personne, c'est intéressant, quoi, voilà, ce qu'elle pense, c'est intéressant, c'est construit», et tu peux engager comme ça un dialogue, voilà, s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, s'entourer de personnes qui vont nous donner de la matière à penser, qui vont nous nourrir comme ça. Je pense que ce qui est important, et tu connais un peu mon travail quand même, j'en parle de plus en plus, c'est cette nourriture de l'esprit. Voilà, la nourriture pour le corps. Je pense que j'ai fait le boulot avec ces 2 bouquins. Il y en a d'autres qui, comme toi et d'autres, voilà, de la jeune génération qui prennent le relais. Donc aujourd'hui, c'est assez facile de bien se nourrir. On peut faire un topo si tu veux. Donc, éviter les aliments transformés, rester sur du non transformé, de saison, si possible bio, avec l'impératif de se remettre à la cuisine, boire, une quantité hydrique, quand même, qui est, là aussi avec une eau filtrée parce que, l'eau qu'on boit, c'est l'eau du robinet avec un poison qui s'appelle le chlore. Personne ne me le dit, mais bon, c'est nuisible, à long terme. Donc voilà, filtrer son eau avec les moyens qu'il y a aujourd'hui qui coûtent pas très cher, c'est des filtres à charbon actif, ou des par gravité ou alors de l'osmose inverse, bon bref. Dormir, on dort pas assez, on dort 6 heures par nuit, en général 6-7 heures, il faut dormir 8 heures. On dort trop tard, on se couche trop tard. On est complètement décalé avec notre rythme circadien et on fait un boulot qui nous stresse énormément. On a des embouteillages, et des informations anxiogènes qui nous stressent, donc on crée du cortisol
qui crée de l'acidité. Donc voilà, si on arrive à rétablir un petit peu tout ça, et à manger, en mangeant normalement, voilà, faut pas se prendre la tête ni d'aller vers des régimes extrêmes. Aujourd'hui, je suis assez dur par rapport à ces personnes-là qui qui font la promotion de régimes, dits extrêmes, parce que je pense qu'on peut se nourrir très bien, sainement, dès lors qu'on se remet à faire la cuisine et à manger des aliments, voilà, naturels, non transformés, qui ont poussé soit sur les arbres ou dans la terre, ou même des animaux, sans forcément manger des animaux qui proviennent d'élevage intensif, hein, surtout. Qui sont piqués aux antibiotiques, aux hormones, et puis il y a beaucoup de viande avec beaucoup d'oméga 6. On va pas reprendre cette problématique, je l'ai maintes fois répétée depuis plus de 10 ans maintenant. Mais cette nourriture de l'esprit, voilà, aujourd'hui, vraiment, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'essaye de transmettre et comme tu peux le voir, comme tu peux le constater, là, aujourd'hui, on n'a même pas fait de plan. Tu m'as dit: «Off, mais de quoi tu veux parler?» Et je dis: «Bah, c'est un peu à toi à me guider parce qu'une fois que je suis parti, je suis parti». Donc là, je serais incapable de résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que les personnes ont pris un peu de plaisir à m'écouter, mais cette nourriture de l'esprit est vraiment très importante et vous pourrez trouver par vous-même ce qui vous intéresse et vous saurez faire la part des choses. Voilà, retrouvez votre bon sens. Retrouvez votre bon sens, ne vous laissez pas happer par des faux combats. Les faux combats, c'est ceux que promeuvent le système. Voilà, tout ce qui est promu par le système au niveau des médias sont pour moi des faux combats. Ouais, les vrais combats sont ceux qui sont interdits, en fait, ceux qui sont censurés. Il y a des personnes aujourd'hui, voilà, qui peuvent partir en prison pour leurs idées. Tu te rends compte? Ça s'appelle le délit d'opinion. C'est un délit aujourd'hui. Benjamin, selon ce que tu penses mal. Tu peux aller en prison par rapport à ce que tu penses. Et je vois trop peu de personnes qui défendent ces personnes-là, voilà, qui peuvent partir en prison. D'ailleurs, il y en a qui vont partir en prison parce que on les a jugés pour délit d'opinion. Et je trouve ça insupportable dans un pays qui se prétend quoi? Républicain avec, je dirais, cette liberté d'expression qu'on nous vend à tour de bras. Et la liberté d'expression n'existe plus, mes amis. Il y a des comiques qui sont partis en prison, il y a des comiques aujourd'hui qui jouent avec des bracelets électroniques. Et où va le monde? Les délits d'opinion. Qui tu es, toi, pour me dire ce que je pense, je pense mal? Qui tu es pour me dire que je pense mal? Ça me rappelle 1984, ça me rappelle George Orwell, ce livre fabuleux, voilà, avec ce ministère de la vérité, où on va avoir des dirigeants, en fait, ce sont nos maîtres. Les gens aujourd'hui qui votent vont voter pour nos maîtres. On vit dans un système aujourd'hui où la démocratie, je dirais, c'est pas le démos, c'est le peuple. C'est pas le peuple, en fait, qui dirige. On va voter pour des gens aujourd'hui qui vont être dans une assemblée européenne. C'est pas, même pas eux qui dirigent. C'est eux qui vont voter pour des commissaires européens. C'est les commissaires européens qui vont faire les lois. Des lois européennes qui vont s'appliquer à tous les pays et qui vont s'appliquer à chacun de nous. Avec des intérêts qui sont hors nation, qui sont que des intérêts économiques. Ça, c'est affreux. Dès lors qu'on connaît tout ça, il y a un risque, hein, je peux vous prévenir, ou c'est un risque en tout cas qui est majeur, c'est d'avoir une forme de contre-coup dépressif. C'est se dire, mais en fait, tout ce que j'ai appris, c'était faux. En fait, je me réveille, c'est vraiment Matrix, hein, c'est l'image de Matrix où tu te réveilles avec un autre paradigme. Tu as ouvert une porte. Bon, moi, tu connais mon histoire, c'est celle de la maltraitance animale il y a plus de 15 ans. Et qui m'a amené aujourd'hui à te tenir ces discours, tu vois? Donc forcément, après, tout le monde évolue. Une fois que vous avez découvert qu'on vous manipule, vous saurez qu'on vous manipule pour tout. Et c'est à vous, de trouver le chemin de la vérité. Et là, je citerai Noam Chomsky, qui est un grand linguiste et sociologue américain, qui dit la chose suivante: «Comment se fait-il aujourd'hui que nous ayons autant d'informations disponibles à portée de tous et que nous sachions si peu de choses?» Terrible, hein, parce qu'on est pris dans cette société du divertissement. Aujourd'hui, on préfère se distraire plutôt que s'instruire. Tu vois, c'était une partie importante, ça, de mon livre, du tome 2, et qui est terriblement actuel parce que c'est pas près de finir tout ça. Tout est spectacle.
Regarde ce magnifique événement des Jeux olympiques, ce que c'est devenu. C'est incroyable. Donc tu souris, tu veux qu'on en parle un peu, mais c'est triste, tu vois? C'est triste parce que je vois, c'est un Français, tu vois? Pierre de Coubertin qui a remis ça à l'ordre du jour. On a perdu déjà la langue française, c'est tout en anglais aujourd'hui, c'est un scandale. Le français quand même était extrêmement présent avant le XVIIIe siècle, avant qu'on perde la guerre de Waterloo, mais hem les Jeux olympiques, en fait, sont devenus aujourd'hui une mascarade. J'ai la peine pour les athlètes. Tu te rends compte que les athlètes payent leurs déplacements, qu'ils dorment dans des lits en carton et en filet de pêche, tu le savais ça? Bon, pas les champions olympiques et tout, qui ont leur 4 étoiles, mais tu sais que les Jeux olympiques, c'est l'amateurisme, en fait. Ce sont des athlètes amateurs. En fait, il y en a qui économisent pendant 5 ans, voilà, pour assister pour participer à un événement qui est pour moi le plus bel événement sportif au monde. Mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Tu as regardé les porteurs de flammes. Bon, il y en a 10 000. On parle pas des 10 000, hein. On parle juste des plus conflictuels. Alors, il y a pas de il y a des sportifs, mais en fait, on parle quasiment jamais des sportifs. À Marseille, on va parler de Jul, on va parler de la première, je dirais, drag queen qui a porté la flamme. Qu'est-ce que ça a à faire aux Jeux olympiques, ça, tu vois? Les Jeux olympiques, c'est sportif, mis en valeur des Français sportifs. Mais aujourd'hui, tu mets en valeur quoi? Des problèmes, voilà, des sociétaux. Alors bien sûr, tout le monde parle de ces drag queens, il va y avoir une deuxième, je crois qu'elle est à Paris. Bon, c'est infinitésimal sur les 10 000. Tu vas me dire une ou deux, peut-être qu'il y en a plus qu'on ne sait pas. Mais alors c'est soi-disant, il faut représenter toute la population. Je veux bien, mais alors je voudrais qu'une drag queen, bah, fasse une compétition, de 100 mètres ou un truc comme ça, tu vois? Il faut qu'il y ait le sport qui rentre en compte, tu vois? Mais là, c'est pas le sport que l'on montre. C'est un reflet, de la société qu'on veut aujourd'hui nous imposer. Tu vois? Sans forcément mettre ces personnes, les stigmatiser, ni les mettre en valeur ou quoi. On va en parler avec Vincent justement, de Vincent McDoom, de ces drag queens là qui portent la flamme olympique. Puis, tous les scandales, je dirais financiers, quand j'entends, la maire de Paris, se glousser comme ça en disant: «Mais qu'est-ce que c'est, ces peines à jouir?» Qui, qui sont jamais contents, qu'on organise des jeux, ils veulent pas célébrer avec nous. Mais comment tu es une femme politique, tu nous traites de peine à jouir parce qu'on critique la mise en place des jeux, le fric, incroyable qui a été dépensé dans ces jeux avec des aberrations, complètement, folles. Voilà, faire, nager les gens dans la Seine, quoi, tu vois? Créer des bassins de décantation pour dépolluer la Seine. Non mais tu as vu ça les infrastructures? Ça nous fait sourire. Mais bordel, on n'est pas dans un film. C'est nos impôts, c'est notre force de travail qui paye ça. Et tout ça, en fait, c'est à la gloire de ces personnes qui veulent faire un monde transhumaniste, qui veulent faire un monde non genré, qui sont des fous pervers, en fait. Et le monde, est à leur merci, en fait, parce que c'est eux qui ont, toutes les leviers, en fait, pour prendre les décisions. Et là, on se remet donc à notre place, et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Ce qu'on peut faire, c'est déjà en parler sereinement. Comme tu dis, je fais pas de prosélytisme, j'essaye, dans un monde où il y a plus de nuances, plus de modération, j'essaye d'amener de la modération, de la nuance. Je fais intervenir des gens qui sont très, clivants, comme Papacito, par exemple, où je le fais parler, c'est quelqu'un qui aime la corrida. Moi, tu peux t'imaginer, les combats que je défends, je suis pas forcément pour la corrida, mais je peux l'écouter, j'ai pu le comprendre, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme parce que je sais l'amour qu'il porte à son chien. Et je fais une vidéo qui a dépassé 150 000 vues et qui a reçu énormément de commentaires positifs de ceux qui m'aiment, de ceux qui m'aiment pas, de ceux qui n'aiment pas Papacito, de ceux qui aiment Papacito également. Il y a eu, si tu veux, une mixité entre nous et avec un retour incroyable du public qui disait: «Enfin, enfin, on écoute 2 personnes intelligentes qui savent s'écouter et se répondre sans forcément s'insulter».
Et très souvent, on était d'accord. On disait, oui, mais ils attendaient, tu vois, un petit peu la controverse mais je suis pas là pour amener la controverse. Je suis là voilà, pour amener, comme je te dis, de la matière à penser, de d'encourager les échanges comme ça entre personnes qui sont pas forcément du même bord. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir veut, veut nous séparer, veut nous cliver, même entre communautés. Dans la communauté, par exemple, LGBT, hein, pour la citer de nouveau, il y a énormément de clivages à l'intérieur de cette communauté-là, tu vois? Il y a pas d'unité et au plus il y aura du clivage, au plus le pouvoir sera fort, tu vois? Je te donne un autre exemple. Pour les européennes, là, tu as uniquement 2 hommes politiques qui sont pour la sortie de la France de l'Europe, qui est la seule solution pour, avoir une France pérenne. Ne nous voilons pas la face. Quoi qu'en dise le narratif d'ailleurs aujourd'hui, tous les partis, quasiment, même comment ils appellent ça? Le nouveau Front national, tu vois? Je me rappelle même pas le nom là, le Rassemblement national, et Bardella et cetera. Ils me font sourire les mecs. Ils sont contre, si tu veux, l'immigration massive, mais non, non, on veut rester dans l'Europe. Et tu veux quoi? Changer l'Europe de l'intérieur. Mais ça, c'est un discours que j'ai entendu depuis la création de l'Europe, tu vois? On nous ment. J'aimerais être député européen, tu sais pourquoi? Parce qu'au moins tu as la parole. Tu as un instant de parole qui peut être relayé sur les réseaux sociaux et tout. C'est pour ça qu'il y a 2 petits candidats, qui sont François Asselineau et Philippot, qui portent justement cette volonté de sortir de l'Europe, qu'on appelle le Frexit, tu vois? Mais en plus, ces 2 personnes-là peuvent même pas s'unir ensemble parce qu'il y a des problèmes d'ego, tu vois? Donc même dans les petits dits, je dirais les souverainistes comme ils s'appellent, voilà, avec un État souverain, c'est-à-dire, un pays qui a sa propre monnaie, qui a sa propre frontière, qui a ses propres lois, qui a sa propre armée, tu vois? C'est pas la volonté de Macron qui veut être président européen, il sera président de la Commission bientôt, hein. Donc voilà, cet État européen, on veut faire de l'Europe les États-Unis. Enfin, d'Amérique, on veut faire les États-Unis d'Europe. Et moi, je suis pas d'accord pour que mon pays et mes ancêtres, qui se sont battus pour la France, soient aujourd'hui noyés et soient vendus, à l'OTAN, et aux Allemands. Donc heu, donc voilà, j'ai une voix qui porte, j'en profite, mais je sais que le monde se fera sans moi, tu vois? Moi, je le fais pour l'honneur, tu vois? Je le fais pour l'honneur, je le fais pour des personnes comme toi, tu vois? Qui m'invitent à m'exprimer, pour ceux peut-être qui nous écoutent. Peut-être, voilà, ils recevront cette petite graine, tu vois? C'est la dédicace que je mets quasiment sur tous mes livres, tu vois? Je pense que tu l'as également. Donc voilà une petite graine qui va peut-être germer parce qu'après, le monde se fera sans moi, donc je pourrais m'en foutre. Je pourrais comme ça aller, je dirais au cœur du système, répondre aux offres de sponsoring, tu vois? Et de financement extérieur pour, profiter de la vie, tu vois? Avoir je sais pas, une vie un peu plus douce, avoir plus d'argent surtout, tu vois? Mais voilà, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais il y contribue et il faut penser, à pouvoir, payer notre vie. C'est une grosse problématique aujourd'hui, voilà, on peut plus se satisfaire comme avant de produire la terre et de vendre ce qui sortait de la terre pour nourrir les autres, mais aujourd'hui, on est rentré dans ce système-là où il faut, voilà et notre force de travail malheureusement, profite aux riches, profite à l'État. On se fait voler tous les jours avec une TVA à 20, on se fait voler tous les jours en payant des impôts, toutes les taxes, que ce soit voiture, que ce soit essence, que ce soit paquet de cigarettes, que ce soit, la taxe, foncière ou immobilière, je sais plus, il en a supprimé une, c'est pareil parce qu'il a augmenté l'autre, tu vois? On paye beaucoup de taxes et pour faire revivre l'État, faut savoir que je dirais le budget de l'État, je crois c'est 400 milliards d'euros. 2 400 000 €, tu fais beaucoup de choses, hein. Mais apparemment, tu en as pas assez pour construire des hôpitaux, tu vois? Des écoles, faire des centres, d'accueil pour des gens qui ont pas forcément les moyens de se loger, sans forcément, laisser les frontières comme ça ouvertes, et recueillir, toute la misère du monde. Parce qu'à un moment donné, ça va clasher. Quand ça va clasher, ce sera pas beau à voir. J'espère que ça arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Mmh. Ben, merci pour tous ces partages riches. Il faudrait des heures et des heures de d'enregistrement pour Ouais, pouvoir, je veux approfondir. voilà, je suis désolé de pas te laisser t'exprimer, mais tu m'as dit, donc moi je veux te laisser la parole, donc tu étais là pour, C'est le sens de ce podcast et merci et donc on arrive à la fin du temps qu'on dispose à peu près aujourd'hui, hem, pour enregistrer
Et donc je vais te poser la question rituelle une deuxième fois. Ah, je me souvenais plus, qu'il y avait une question rituelle, tu vois? J'aurais dû te demander, je me serais préparé. Aïe, aïe, aïe. C'est si tu avais un deuxième, du coup, dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? C'est un peu prétentieux, je dirais: «Aimez-vous les uns les autres». Très utopique, hein. Un conseil très utopique, très, non pas hypocrite, parce que je crois que, qu'on a beaucoup de force dans l'amour. Donc que ce soit dans les liens sociaux, que ce soit, voilà, avec des amis, des copains, des animaux aussi, tu vois? Les animaux donnent beaucoup d'amour également en retour et de voir, d'essayer de maintenir ce qu'on peut maintenir en vie, voilà, de pas plonger dans cette société mortifère. Voilà. Puis le choix le plus important, qu'on ait à faire dans une vie, je l'ai dit peut-être pas dans le podcast, c'est choisir la personne avec qui on va la vivre. Vraiment. C'est peut-être un peu compliqué, mais en général, on nous dit que les âmes qui doivent se rencontrer se rencontrent. Donc il faut laisser faire la vie et rester ouvert aux signes. Rester ouvert aux signes, très important ça. Un autre sujet. Mmh. Bah, merci infiniment Gilles. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez trouver, tous les liens vers le Hit Club, les livres de Gilles, donc dans la description, du podcast. Vous y trouverez également un lien pour, soutenir l'association nutritive et participer, si vous le souhaitez, à planter des forêts comestibles, partout où c'est possible. Et puis, voilà, encore un grand merci Gilles pour ce moment partagé Merci Benjamin, merci à vous qui nous avez écoutés. et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt.